Et ce Jupiter n'est pas un dieu, ne représente pas l'idéal. Enfin, j'attends, c'est étonnant, cette histoire de l'Aphrodite céleste et l'Aphrodite terrestre, parce que c'est presque tout l'inverse chez l'Amphitryon, le côté du corporel, du sexe banal, la possession du corps, c'est Jupiter. Et d'ailleurs, lorsqu'on entendait, il disait, mais toi, tu as la chance d'Amphitryon, parce que tu possèdes l'idéal, moi j'ai possédé momentanément le corps, et toi tu es le mari dans le sens de l'amour. Je trouve intéressant, justement, cette inversion, finalement, d'Amphitryon, cette inversion entre le Dieu est du côté du corporel, et l'homme est du côté du sublime. Bon, en même temps, Molière, il a un certain culot de faire que Alcmène est enceinte de l'affaire. Parce que ça, c'est... Bon, je sais pas, pour moi, je suis peut-être obsédé par l'annonciation, mais enfin, de faire qu'elle est en... Je trouve que Jacques Vincey, qui avait pris comme parti de représenter ça comme une scène d'annonciation, est étonnant. D'ailleurs, dans la mise en scène de Jacques Vincey, je ne sais pas si c'est filmé, de 2012, qui était à la Comédie Française, mais au Théâtre du Vieux-Colombier, il avait fait un praticable de théâtre extraordinaire, où c'était une scène où Sosie arrivait, et c'était sa maison, n'est-ce pas? Et comme dans une maison, je ne sais pas si vous levez la nuit dans votre maison, et vous pouvez descendre les escaliers, enfin, sans allumer les lumières. Et puis vous connaissez les pièces et les trucs. Si quelqu'un a déplacé un meuble pendant la journée, des petits-enfants qui ont déplacé un tabouret, pouf, vous vous heurtez à quelque chose parce que vous êtes complètement avec le GPS programmé. Alors là, lui, il représentait cette inquiétante étrangeté parce que la maison était comme un parallélépipède où on savait qu'il y avait Jupiter avec Alcmène, et quand Sosie s'approchait, il voulait monter les escaliers, parce qu'en fait, il y avait des escaliers dans cette maison, mais en fait, les escaliers, le dieu faisait qu'il ne pouvait pas monter les escaliers. Il mettait les pieds sur un escalier qui en fait n'existait pas. Donc c'était un déplacement particulier, une dépropriation, quoi. Et le fait de mettre en jeu la procréation par le dieu, finalement. Alors évidemment, c'est pas Dieu, c'est Jupiter dans une vision différente, mais enfin, elle était troublante, quoi. En fait, nous sommes tous des Saint-Joseph. J'avais une petite réflexion par rapport à votre propos sur l'image qui vacille, qui peut changer, comme cette scène du métro qui est très très drôle. Et par contre, le désir oriente. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport chez l'obsessionnel, par rapport à son désir? De temps en temps, il y a quand même un vacillement. Dès le moment où il est confronté à des choix, à faire face à son désir, il sera aussi... est-ce qu'il n'y aurait pas, même dans le désir, certains désirs où ça vacillerait comme image, et d'autres désirs plus affirmés? C'est très bien votre remarque. On peut dire, si on est déboussolé par l'image plus que l'image nous constitue, vous avez raison de pointer que le désir est tout aussi déboussolant, puisqu'il est fondamentalement divisé et il divise. Et que, bon, là je laisse le désir répondre parce que c'est l'objet quand même du discours du banquet de Platon, enfin, j'ai un texte plus que sur l'origine et l'identité, c'est un texte sur l'amour et le désir. Et bon, c'est un glissement que donc, Lacan a pointé de Socrate et il glisse dans son discours, puisqu'il change en fait le style du récit déjà, parce qu'avec sa méthode qui était le questionnement de l'autre, il dit comment, donc après Agathon, donc il fait l'éloge d'Agathon, il dit mais c'est merveilleux, je ne peux pas parler après vous, c'est tellement fantastique. Alors qu'Agathon a dit c'est fantastique, l'amour est ci, l'amour est charmant, l'amour est beau, l'amour est bon, etc. Socrate dit, je vais te dire quoi après ça, il dit mais finalement il prie entre eux.
Mais par la bouche de Dieu-Tim, peut-on désirer ce qu'on a déjà? C'est-à-dire que ça, c'est un renversement du discours, mais c'est aussi, il introduit subrepticement la question du manque. Donc, on ne désire que ce qu'on manque. Et en introduisant, en glissant donc, de ce discours sur l'amour, on tombe sur le désir à cause du manque. Uniquement à cause du manque. Parce que l'amour a un objet. Le désir aussi peut avoir des objets, mais des fois pas du tout. Des fois, on ne sait pas ce qu'on désire. Donc il y a quelque chose, on a quelque chose, puis on continue à désirer, puis c'est pas ça, puis c'est pas ça, puis on passe d'une chose à l'autre. Des fois, il y a des gens qui sont complètement submergés par ce glissement d'objets dont on n'arrive pas à se satisfaire parce qu'il n'y a pas de quelque chose qui vient boucher. Les mythes, généralement, viennent boucher Les fantasmes. voilà. Les fantasmes. Exactement, les fantasmes. Oui, dans cette articulation du désir et de l'identité, l'effet comique, il vient aussi de ça. C'est lorsque le sujet, il devient jaloux de lui-même, il devient jaloux d'un autre moi, Amphitryon, lorsque il découvre que sa femme a couché avec lui, que c'était pas lui, et en plus c'était extraordinaire, et il raconte comme c'était extraordinaire. Et à l'inverse, Sosie aussi, lorsqu'il découvre que l'autre moi n'a pas couché avec sa femme et qu'il est complètement soulagé, et l'autre moi ne comprend pas tellement pourquoi il est tellement soulagé. Dans le même style, je tombais ce matin sur Irma la Douce, un film de Billy Wilder. C'est le héros tombe amoureux d'une prostituée, puis il devient jaloux qu'elle ait des clients, alors il s'invente, il va travailler la nuit pour gagner de l'argent, pour ensuite se présenter en tant que client lord anglais, pour faire croire, sa femme y croit. Et il devient à un moment donné complètement un peu fou, enfin je pense qu'il y a aussi une allusion à une scène de certains Lem Show, où finalement il est jaloux de son double qui est en fait lui-même. Enfin il y a un truc qui le rend complètement... c'est extrêmement drôle cette scène. Oui, mais cette histoire de ne pas savoir, ne pas être. Donc, celui qu'on pense être, n'est-ce pas, est quelque chose qui prend l'origine dans le mythe de l'origine, en effet, puisque les enfants jouent beaucoup avec ça. Je ne suis pas enfant de mon père, j'ai été trouvée dans une poubelle, et beaucoup d'enfants jouent encore avec ça, donc ça permet de rêver. J'ai des patients qui sont déjà adultes, etc., mais qui ont cette petite question, est-ce que vraiment je n'ai pas été adoptée ou ma mère m'a fait avec une... Donc c'est une histoire qui revient, on peut toujours rêver, d'accord, mais avec la science, avec le DNA, ce rêve, c'est-à-dire si on veut, on peut le stopper. Et c'est la phrase que Lacan dit de l'épistème au mutus. C'est-à-dire, l'épistème est venu couper la jambe au mythe. Donc, on peut continuer à rêver, on peut utiliser, si vous voulez, mais si on veut vraiment savoir, il y a l'épistème là qui peut, en tout cas, sur ce point, être quelque chose qui stoppe l'imaginaire. On a cette possibilité aujourd'hui. Ces histoires d'ADN, c'est hautement imaginaire. On a l'impression qu'on a répondu à quelque chose, mais, oui, non, mais c'est quand même, faut quand même, ça s'inscrit comme tout dans une démarche. Il faut aller voir un institut avec un monsieur qui va faire une sorte d'opération. Tout ça, ça va entrer dans des éprouvettes sur des livres, et alors il y a matière à bon, on peut douter aussi de l'expérience, on peut douter de l'expérience, mais bon, on peut dire que c'est un complot, on peut dire que c'est une erreur, mais il y a quand même des histoires... L'erreur est par le récit. Voilà, donc, oui, mais par exemple, il y a, vous connaissez très bien qu'il y a des disparus en Argentine pendant la dictature, donc il y a eu beaucoup d'enfants adoptés dans les prisons, qui naissaient dans les prisons, par les militaires, et aujourd'hui il y a une structure, donc on peut se référer à cette structure, et il y a des gens qui vont et que
ont été élevés, c'est une histoire dramatique du reste, élevés en pensant qu'ils étaient enfants, et puis tout à coup ils découvrent qu'ils ne sont pas enfants, et puis il y a toute une structure officielle qui s'occupe de ça. Donc, oui, on peut continuer à dire que c'est pas vrai, mais il y a quelque chose qui, en tout cas une expérience clinique, fait qu'il y a un arrêt et il y a beaucoup de choses qui changent avec ça. Donc, on peut continuer à fantasmer, mais il y a là un facteur de réalité de l'épistère, du savoir, qui vient interrompre. Et ça, on peut le voir dans d'autres. J'ai quelques collègues médecins, mais rien que dans le fait quand un malade vient voir un médecin pour savoir ce qu'il a, il dépercute d'angoisse suivant ce qu'il a. Le fait de voir le médecin, l'examine, lui dit c'est ça que vous avez, ça permet, peut-être pas dans tous les cas, mais de mettre un point d'arrêt au doute, à l'angoisse. Et à tout l'imaginaire qu'on peut se faire, telle chose. La question de descendance et de désir, moi, là où elle me fait quand même assez rigoler, c'est en Islande. Parce qu'en Islande, ils ont une application pour contrôler que si on croise quelqu'un dans un bar, qu'on commence à draguer pour se grimper dessus, ce ne soit pas la cuisine trop proche. Parce qu'on ne sait pas. Alors, ils ont l'application pour contrôler que ce ne soit pas trop près d'un point de vue sanguin. T'es une aiguille dans le cellulaire pour analyser l'ADN. Et parce qu'ils ont cartographié les familles. Les lignées familiales, et puis alors tu t'appelles comment? Ben tel, machin, je suis une merde, t'es ma cousine. Ben voilà. Donc en rapprochement, vous sortez votre iPhone, vous regardez si c'est votre sœur. Et là, ça vient. Et en Islande, la technique, en tout cas, vient bloquer. Après, les gens choisissent, hein, mais il vient bloquer l'imaginaire et le désir. C'est incroyable. Ils sont que 320 000 sur toute cette zone, forcément. Question statistique. oui. C'est vite arrivé. C'est vite. En fait, ils sont tous. Ils sont tous cousins. Ils sont tous cousins. Mais c'est le degré, quoi, qui compte. C'est le degré qui compte, et puis. Jusqu'à cousin germain, je crois qu'aujourd'hui c'est encore admis. Oui, parce qu'il y a. Parce qu'avant, non, avant l'Église catholique interdisait cousin germain. Oui, alors le mieux, structurellement parlant, pour le bienfait de la portée, c'est le cousin au 3e degré, Oui, par rapport au système immunitaire. Voilà, si vous avez un cousin au 3e degré, faut y aller. Vous voulez dire quelque chose? Moi j'avais aussi un autre point justement par rapport à cette question identité-désir. Je fais le déconstructivisme. Je me disais que dans les deux cas, parce que ça m'interroge par rapport à toute la question de la liberté, enfin pourquoi on est soi et pas un autre. Et je me disais que bon, ok, l'identité, elle est aussi construite à travers le rapport à l'autre, donc c'est quand même conditionné par l'autre. Mais aussi la question du désir, si on va un peu plus loin, on peut se dire, voilà, moi je me pose la question des fois par rapport à certains patients qui vivent dans tel contexte socio-familial, quelle est leur part de liberté par rapport à leur désir. Enfin, je veux dire, des fois il est très restreint, des fois il y a les options pour poursuivre, pour avoir telle ou telle vie, elles sont quand même très restreintes. Et en même temps, dans quelle mesure le désir n'est pas aussi conditionné par le... Non, peut-être que dans l'exposé, comme on est tellement pris dans les leurres de l'identité dans le texte d'Amphitryon, et que vous avez décidé, Marc-Antoine, de mettre ça en contrepoint avec vos collègues, en contrepoint du banquet de Platon, j'ai dialectisé le désir d'un côté, qui construit, qui oriente, comme vous avez dit, et puis l'identité qui déboussole, quoi. Mais après, la discussion montre bien que le désir est divisé, et le sujet est divisé par rapport à son désir, et l'objet du désir est divisé aussi, comme on vient de le voir avec Jupiter, qui ne sait plus lui-même si c'est mieux d'être Jupiter ou d'être Amphitryon, quoi, parce que le mari, d'être l'amant. Alors il y a le mari, l'amant, il y a... bon.
Après, c'est une petite mécanique Molière incroyable, parce que le fait que c'est pas la même chose pour sosie que pour Amphitryon est aussi intéressant, parce que finalement, la sosie n'arrive pas un truc aussi lourd qu'à Amphitryon. Et que Cléantis, la femme de sosie, résiste à Mercure. Oui, c'est vrai que vous D'ailleurs, avez pu pourquoi elle peut-être résiste à mettre aussi en contrepoint. C'est lui qui la repousse. C'est lui qui la repousse, qui n'en veut pas. Il veut pas. Elle, il aimerait bien, mais... Ah non, non, oui, c'est lui qui, oui. Non, mais enfin, oui, non, mais parce qu'elle est comme Alcmène. Elle pense que c'est, oui. Qu'elle soit très... Non, mais elle pense que c'est sosie. Oui, oui. Mais elle reproche que Sosie ne voulait pas d'elle. Oui, oui. Donc, c'est juste, vous avez raison. C'est Mercure qui ne veut pas se lancer dans l'affaire. Puis Sosie aussi, à un moment donné, il y a une scène où Non, donc c'est symétrique, c'est-à-dire qu'une, elle fait l'amour avec Amphitryon en se donnant totalement, et puis l'autre, le pauvre sosie, qui n'est pas sosie, mais en fait, elle ne veut pas, quoi. Alors qu'elle devrait le vouloir, quoi. Et pourquoi elle ne le veut pas? Non, c'est lui qui ne la veut pas, oui, c'est ça. Et pourquoi lui ne la veut pas? C'est une construction... Il en a marre. Parce que c'est un peu une mégère, elle est présentée un peu comme une mégère. Bon, il paraît que Molière ou Corneille avait écrit cette pièce, donc un peu à la demande de Louis XIV. Et donc, il paraît même que Louis XIV avait joué Jupiter dans les premières présentations. Et je pense qu'il a quand même basé la question sur la relation entre Louis XIV et Madame de Montespan, et aussi entre les serfs, c'est-à-dire entre des femmes, parce qu'il y a, comment on appelle ça, la femme qui aidait Madame de Montespan, donc ça sert peu La dame de compagnie. La dame de compagnie. Donc sa dame de compagnie, et aussi, donc il paraît qu'il s'est basé un petit peu dans les relations qui existaient à la cour à ce moment-là. Bon, moi, Mais j'avais bon, la notion inverse, ouais. mais bon, j'en sais rien de l'histoire. C'est-à-dire que c'était quand même une critique du pouvoir que Molière mettait en scène parce qu'on lui a interdit son Amphitryon. Bon, oui, mais il s'est basé quand même dans des situations qui se passaient à la cour. Ouais. Oui, mais en fait, Ça s'exclut celui qui peut-être vise, Oui, ça s'exclut. de manière critique. Ça pas. Ça s'exclut pas. peut-être pas. Ça s'exclut Parce que pas. c'était une vengeance, parce Oui. que son tartuffe avait été sucré. Oui. Et puis, Interdit son théâtre fermé pendant plusieurs mois. C'est quand même pas une petite affaire, par le roi Louis XIV. Et puis en plus, bon, c'est tout un travail sur l'illusion au théâtre. Parce qu'en même temps, c'est comme l'illusion comique. C'est-à-dire un travail sur le théâtre. Je veux dire, ça peut être lu comme un travail sur qu'est-ce que c'est qu'un comédien. donc c'est une pièce de Corneille. C'est Oui, Oui, l'illusion comique, c'est une pièce de Molière. Mais Qui est Sosie bon, après, moi, j'ai pas, je suis vraiment resté dans le texte parce que j'avais, enfin, il y aurait, c'est pas mon champ, quoi. Il y aurait tout un travail littéraire à faire sur les différents sosies ou les différents Amphitryon, puisqu'en fait, c'est repris, c'est pas une invention, quoi. C'est un exercice sur un thème connu de Molière. Donc il y a bien des sosies et Amphitryon antérieurs. Donc il y a plein d'interprétations possibles, donc du plot, Rotrou, enfin il y a toutes sortes de... Donc c'est aussi un débat pour théâtreux, quoi, à l'intérieur même du théâtre. Giraudot a appelé son Amphitryon 38 parce que c'est la 38e Oui. version. Voilà, c'est ça. Les autres. Ouais. Donc c'est vrai que ce serait intéressant, mais moi j'ai pas fait les 38 versions. Il y a encore deux questions. Oui, si tout à l'heure j'avais introduit le jeu de Rimbaud, c'était pas totalement par hasard.
C'est-à-dire que je croyais qu'il y avait aussi le banquet dans la discussion, et que quand même l'amour du banquet avec Platon, c'est pour moi le contraire d'Amphitryon. C'est-à-dire à la fin du banquet, il y a le cigale qui arrive et qui, dans un sens, remet Amphitryon dans le sujet, c'est-à-dire les jeux de regard, les jeux réciproques, les séductions. Mais quand même, chez Platon, notamment dans le banquet, et puis surtout plus tard dans le Phédon, l'amour, c'est l'amour du vrai, c'est l'amour du bon, c'est un amour ontologique qui dépasse de très loin les jeux de miroir. Et il me semble que si on veut parler un petit peu de ces deux œuvres, de les mettre en miroir, il faut voir que fondamentalement, elles parlent d'autre chose quand elles parlent d'amour. C'était juste ça que je voulais dire. Dans la discussion, mais c'était par rapport à un parallèle entre la position de Alcmène et de Cléon. Par rapport à ce que vous disiez, c'est peut-être juste pour paraphraser la dernière phrase, le meilleur est de ne rien dire. Alors là, ce serait peut-être le meilleur est de ne rien voir. Parce qu'en fait, au début de la pièce, il y a la nuit, puis en fait, l'artifice, c'est quand même que Alcmène, elle voit, enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle ne voit pas. Cléante, elle est quand même, elle voit, ça se passe 2 jours. Ouais. Non, c'est bien, on pourrait dire, pour reprendre la partition, que Socrate, c'est « je sais que je ne sais pas », et là, c'est « je ne veux pas savoir ». Deux positions différentes. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? On s'arrête. En tout cas, voilà, ce cycle se termine là. Un grand merci aux comédiens, les idées David Seidel, François Ansermet. Il y a un autre cycle qui est en train de se construire pour l'année prochaine. Enfin, surprise. Un grand merci. Merci à Marc-Antoine de nous donner l'occasion de sortir ces livres. Le rayon.